Jean de La Fontaine a tellement écrit de fables inoubliables. En pointant tous les travers de la nature humaine, qu'il deviendra le philosophe le plus populaire de tous les temps. Devant le château de Vaux-le-Vicomte, celui du protecteur et mécène de La Fontaine, le surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet, un homme courageux qui n'hésite pas à se faire des ennemis, à risquer sa position et même sa liberté, en osant défier Louis XIV. Une légende qui court à Versailles le résume assez bien. Alors que le roi Soleil lui demande pourquoi il arrive en retard, à une audience royale, La Fontaine aurait répondu: « J'espère que votre majesté me comprendra. J'insistais à l'enterrement d'une fourmi. » L'insolence, la liberté et la provocation s'il le faut. La Fontaine les cultive à ses risques et périls. Habitué de ce château de Vaux-le-Vicomte, qui préfigure Versailles, La Fontaine doit beaucoup au soutien de Fouquet, quand son protecteur est soudain poursuivi, arrêté, jugé, puis enfermé sur ordre de Louis XIV dans une sinistre forteresse. La Fontaine suit toutes les étapes de son calvaire. Il écrit au roi, mobilise la cour, publie des plaidoyers courageux, pour tenter de le sauver, en vain. Jean de La Fontaine, qui connaît les honneurs, fréquente les grandes de ce monde, subit les fourberies de la cour, et savoure les délices du palais du Luxembourg, où sa compagnie est un temps recherchée, finit sa vie isolée et sans un sou. Hébergé par quelques amis. Et d'un seul coup découvrir à quel point ils ont un charme poétique fou. Et c'est ça qui fait la puissance de La Fontaine. Par exemple, dans La Poule aux œufs d'or, il va dire l'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux pour en témoigner que celui dont la poule a ce que dit la fable
pondait tous les jours un œuf d'or. Ben, vous voyez ça, il y a un mystère. Mais il dit, il crut que dans son corps, elle avait un trésor. Il la tua. L'ouvrit et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien. C'est en lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Merveilleux le mot chiche. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui du soir au matin sont pauvres devenus pour vouloir trop tôt être riches. Lorsque paraît le tout premier recueil en mars 1668, Jean de La Fontaine a bientôt 47 ans. Et plusieurs tentatives littéraires derrière lui. Par la capacité qu'il a de faire ce que personne ne ferait à sa place. C'est-à-dire de savoir regarder ce que les autres ne voient pas. C'est précisément grâce à ce regard décalé que La Fontaine accouche d'une œuvre qui va enthousiasmer ses contemporains. Il faut savoir que ces fables, c'est pas lui qui les a inventées. En tout cas, le sujet des fables. C'est un genre extrêmement ancien qu'on fait remonter à la figure légendaire d'Ésope, ce fabuliste phrygien boiteux, difforme, mais qui, par sa parole, a su se concilier l'oreille des rois. Les fables, à cette époque-là, c'est vu comme quelque chose d'essentiellement rasoir. C'est un genre que l'on pratique pour s'entraîner au maniement du langage. Donc on vous donne un récit, vous devez en tirer la moralité. On vous donne une moralité, vous devez inventer un récit qui va l'illustrer. Si on lit la fable du renard et du corbeau, on a, voilà ce que ça donne. Le renard, voyant le corbeau perché sur un arbre, qui avait dans son bec un fromage qu'il venait de dérober, s'approcha de lui et commença à le louer de son beau plumage. Si on compare avec le début donc de la fable de La Fontaine, que tout le monde connaît, Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Petit théâtre, une scénette entre deux personnages. Chez Ésope, on est presque comme si c'était la description de l'image qu'on a en face. Quand on plonge dans Ésope, mais ça pèse 4 tonnes. Le long d'un clair ruisseau, buvait une colombe. Et dans ce ruisseau où boit la colombe, vous le voyez couler, une fourmi tombe. En 25 ans, La Fontaine a ainsi écrit près de 250 fables. Les plus populaires mettent en scène des animaux. Le poète a peuplé le XVIIe siècle de créatures parlantes, donnant vie à un bestiaire enchanté. De tous les défauts humains, et lorsqu'on fait la liste de toutes les fables, on peut rétablir l'homme tout entier. Les différentes faces de l'intelligence humaine, à commencer par le pouvoir séducteur de la parole. Le loup apparaît comme le personnage qui est à la fois redoutable et pourtant un peu bené, on peut en rire. Le lion représente le pouvoir, et comme tous les rois, ils sont victimes de l'hypocrisie des courtisans. Le lion est victime de beaucoup plus petits que soi. À une espèce tout à fait mineure, le rat. C'est une manière de dire aux grands, méfiez-vous, la chute est proche lorsque l'on est au sommet. Pas un anarchiste, bien sûr, Jean de La Fontaine, mais il y a une critique sociale qui apparaît derrière ces fables. Qui a flatté le roi, alors que lui-même, bien sûr, cherche aussi à flatter le roi. Il fait partie du troupeau des humains. La Fontaine ne juge pas. Il sait bien qu'on a peur de la mort. Il sait bien qu'on est malheureux en amour. Il sait bien qu'on est courtisan. Mais il dit moi aussi je suis comme ça.
Séduit par ce ton à la fois lucide et bienveillant, le public du grand siècle en redemande. Ni rebelle, ni révolutionnaire, mais à l'image de ce qu'il fut toute sa vie, un homme libre. C'est à Louis le Veau, l'un des grands bâtisseurs de l'époque, que Nicolas Fouquet choisit de confier la construction de son palais. Féru d'antiquité, fasciné par le style italien, l'architecte conçoit un château tout aussi imposant que raffiné. On découvre le merveilleux jardin conçu par André Le Nôtre. En créant cet écrin de 33 hectares, c'est aux portes de la Champagne, au bord d'un méandre de la Marne, que Jean de La Fontaine vient au monde en 1621. Fils aîné d'une famille de notables de Château-Thierry, il grandit dans l'une des plus belles maisons de la ville. On est dans un bel hôtel particulier à la française, c'est-à-dire qu'on a le corps de logis en fond de cour, là où se trouve donc la résidence des maîtres. Et de part et d'autre, des ailes en retour d'équerre, comme celle qui se trouve derrière moi, qui contiennent les communs. La belle maison que le père de Jean de La Fontaine achète parce que c'est une famille bourgeoise qui est en route vers l'aristocratie. On est à la fois dans une salle à manger et dans un salon à cette époque. Là, les deux fonctions sont mélangées. Lorsqu'on veut manger, on apporte une table d'une autre salle qu'on dresse, d'où l'expression « dresser la table ». Elle a gardé sa large cheminée qui permettait de chauffer cet espace important. Et puis également une tapisserie, puisqu'à cette époque-là, les tapisseries jouaient un rôle essentiel. C'était grâce à elles qu'on pouvait maintenir les intérieurs suffisamment chauds. Et puis on a la chance ici d'avoir une tapisserie qui représente justement une fable d'Ésope, c'est-à-dire donc le thème antique dont s'est inspiré Jean de La Fontaine. Élevé dans un décor cossu, Jean de La Fontaine n'est pourtant pas qu'un petit rat des villes. Le jeune La Fontaine a dû avoir une enfance provinciale, scolarisé, moins magnifiquement scolarisé, que les autres écrivains de son temps.
Il a été élève de maître de campagne. Il n'apprend pas le grec, il apprend le latin. Mais il va lire les auteurs grecs. Par les traductions latines. Et il est un écolier buissonnier. Bon, son père est titulaire d'une maîtrise d'eau et forêt. Capitaine des chasses. Supervisait une petite administration de 15-20 personnes. Il fait s'occuper de la coupe des bois, de l'entretien de la forêt, de l'entretien des eaux, des barrages. De l'approvisionnement du poisson, enfin de toutes choses. Qui sont du concret, qui sont sur le terrain. Donc c'est quelqu'un qui connaît tous les détails de la nature. Et on peut dire qu'à travers cela, La Fontaine a les mains dans le terroir. Cette éducation champêtre se révélera précieuse pour le futur fabuliste. Même si ce n'est d'abord pas à l'écriture que le jeune garçon se destine.